Ce n'est pas mon père. 5 mots. Une fillette de 7 ans. Et dans le couloir des urgences pédiatriques du CHU Saint-Luc, plus personne ne bougeait. Pas l'infirmière de triage, pas le stagiaire avec son bloc-notes, pas la femme de ménage qui avait arrêté son chariot sans savoir pourquoi. Parce que l'homme à côté d'elle n'était pas n'importe qui. Tout le monde le connaissait dans cet hôpital. Son visage était affiché dans le hall d'entrée, sur la plaque dorée au 3e étage, dans les journaux, les conférences, les émissions de télévision où on l'invitait pour parler de la protection de l'enfance. Le professeur Henri Vasseur, 62 ans, chef du service de psychiatrie pédiatrique. 20 ans à aider la police à identifier les bourreaux d'enfants. L'homme que tout le monde appelait quand un enfant ne pouvait plus parler. Et maintenant, une fillette inconnue se tenait à côté de lui dans ce couloir et disait qu'il n'était pas son père. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait quoi penser. Personne n'osait regarder le professeur Vasseur dans les yeux. Sauf le docteur Adrien Morel. Il était 23h02 lorsque Vasseur était entré aux urgences. Adrien finissait sa 12e heure de garde quand il l'avait vu pousser les portes automatiques, une enfant dans les bras. « Elle a perdu connaissance », avait dit Vasseur. Sa voix, cette voix calme et posée qu'Adrien avait entendue 100 fois dans des couloirs, des salles de conférence, était parfaitement contrôlée. Adrien avait pris l'enfant sans poser de questions. C'était son travail. Les questions venaient après. Lia avait 7 ans et elle était trop légère pour son âge. Son pouls était faible mais régulier. Sur son avant-bras gauche, un hématome ancien en forme de doigt, jaune-vert, vieux de plusieurs jours. Le genre de marque qu'on note dans un dossier et qu'on n'oublie pas. Il l'avait stabilisé en 40 minutes. Quand elle avait ouvert les yeux, il s'était approché doucement, comme il le faisait toujours avec les enfants qui se réveillent dans un endroit inconnu. « Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. Comment tu t'appelles » La fillette l'avait regardé, pas avec la peur, pas avec la confusion, avec quelque chose qui ressemblait à une évaluation froide et précise, le regard de quelqu'un qui décide en quelques secondes si on peut faire confiance ou non. Puis elle avait regardé derrière lui, vers la porte vitrée où Vasseur attendait dans le couloir, les bras croisés, parfaitement immobile. Et elle avait dit ces 5 mots. Maintenant, le silence durait depuis trop longtemps. Adrien fit un pas pour se placer entre la fillette et la porte vitrée. « Lia, » dit-il à voix basse, « tu peux me répéter ce que tu viens de dire ?» Elle ne détourna pas les yeux de la vitre. « Ce n'est pas mon père, » dit-elle. Même voix, même calme, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps et qu'elle voulait s'assurer de le dire correctement. « Qui est-il alors ?»« Je ne le connais pas. Il m'a prise chez moi ce soir. Il a dit qu'on allait voir maman. » Adrien sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. « Où est ta maman ?» La fillette baissa les yeux une seule seconde. Quand elle les releva, il y avait quelque chose dans son regard qu'il n'oublierait pas. Pas des larmes, pas de la peur, une décision. « C'est ce que je veux savoir aussi, » dit-elle. « Et c'est pour ça qu'il m'a amenée ici, pour que je ne puisse plus le demander. » Adrien se retourna lentement vers la vitre. De l'autre côté, le professeur Vasseur, 20 ans de carrière, symbole de la protection de l'enfance, l'homme qu'on appelait quand les enfants ne pouvaient plus parler, le regardait avec une expression parfaitement calme. Trop calme pour un homme dont la situation venait de basculer. « Où est sa mère ?» demanda Adrien à travers la vitre. Vasseur sourit. « C'est une longue histoire, » dit-il. Derrière Adrien, la fillette prit sa main. Sa petite main était froide. « Il ne faut pas le laisser partir, » murmura-t-elle. « Il sait où elle est. » Partie 2. Adrien composa le numéro de la sécurité de l'hôpital sans quitter Vasseur des yeux. Il raccrocha. Vasseur n'avait pas bougé. Il se tenait de l'autre côté de la vitre, les mains dans les poches, avec cette expression que les gens importants apprennent à porter au fil des années. Calme, légèrement agacé, comme s'il attendait qu'on lui présente des excuses pour un malentendu. Adrien connaissait cette expression. Il l'avait vue sur des hommes qui avaient l'habitude qu'on ne leur pose pas de questions. Il sortit dans le couloir. « Professeur ?» Vasseur leva les yeux. « Docteur Morel ?» Il sourit. « Vous avez l'air troublé. Où est la mère de cet enfant ?» « Je vous l'ai dit.
Les parents sont injoignables. Je m'occupais de... Où est Camille Aubert? Le sourire de Vasseur ne disparut pas, mais quelque chose derrière ses yeux changea. Quelque chose de très rapide, très contrôlé. De la réévaluation. Il venait de comprendre qu'Adrien connaissait ce nom, que la situation était différente de ce qu'il avait calculé. « Vous la connaissez ?» dit-il lentement. « Répondez à ma question. »« Elle est en sécurité, » dit Vasseur. « Elle avait besoin de temps. Elle m'a demandé de m'occuper de Lia quelques jours, c'est tout. À 23 heures, sans prévenir personne. Les familles en crise ne préviennent pas toujours, docteur. » Adrien le regarda pendant 3 secondes sans répondre. Puis il retourna dans la salle d'observation. « Ne bougez pas d'ici, » dit-il. Dans le couloir, Vasseur attendait toujours. Il n'avait pas essayé de partir. Il était assis maintenant, jambes croisées, téléphone à la main. Comme quelqu'un qui attend son vol dans un aéroport. Comme quelqu'un qui sait que le temps joue pour lui. C'était ça qui inquiétait Adrien le plus. Un homme qui fuit a peur d'être rattrapé. Un homme qui attend sait que personne ne peut encore rien contre lui. Adrien retourna au bureau des infirmières. « Code 0, dit-il à voix basse à l'infirmière de garde. « Appelez la police. Pas le standard, le 17 directement. Et ne lui dites pas que vous appelez. » L'infirmière, première semaine de stage, yeux trop grands, le regarda. « Code 2, code 3, code 4, code 5, dit Adrien. Code 6. » Il retourna vers la salle d'observation. La porte était ouverte, le lit était vide, Lia n'était plus là. Adrien ne cria pas. Il avait appris ça en 8 ans d'urgence pédiatrique. La panique prend 5 secondes et coûte 1 minute. Il ne pouvait pas se permettre 1 minute. Il fit le tour de la salle en 3 secondes. Fenêtre fermée, salle de bain ouverte, vide, les draps repoussés vers la gauche, les chaussures de Lia, disparues. Elle était partie d'elle-même, pas enlevée, partie. Il y avait une différence et cette différence comptait. Il sortit dans le couloir. L'infirmière de nuit leva la tête. « Il y a 2 minutes, elle est passée devant moi. Je pensais qu'elle allait aux toilettes. »« Dans quelle direction ?»« Vers le fond du couloir. » Le fond du couloir donnait sur 2 choses, l'escalier de service et le local du matériel médical. Adrien prit l'escalier sans hésiter. Il la trouva au 2e étage. Elle n'avait pas essayé de sortir du bâtiment. Elle avait monté les marches et s'était installée dans le recoin entre le distributeur de boissons et la fenêtre qui donnait sur le parking. De là, elle avait une vue directe sur la sortie principale, sur le parking, sur les allées et venues. Elle surveillait. « Lia !» Elle tourna la tête. Pas surprise, pas soulagée non plus. Comme si elle avait attendu qu'il la retrouve et qu'elle avait chronométré combien de temps ça lui prendrait. « 4 minutes, dit-elle. »« Quoi ? Vous avez mis 4 minutes. Maman m'avait dit que vous seriez rapide. » Adrien s'appuya contre le mur en face d'elle et la regarda. Cette fillette de 7 ans dans un recoin d'escalier à minuit qui évaluait les médecins comme d'autres enfants évaluent les terrains de jeu. « Tu l'as fait exprès, dit-il. Je voulais savoir si je pouvais vous faire confiance. » « Et alors ?» Elle réfléchit une seconde, sérieusement, comme si la question méritait une réponse précise. « 4 minutes, c'est bien, dit-elle. Adrien s'assit par terre à côté d'elle. Ce n'était pas ce que font les médecins normalement. Mais rien dans cette nuit n'était normal, et il le savait depuis le moment où Lia avait pris sa main dans le couloir. Par la fenêtre, dans le parking éclairé en orange, une voiture noire était garée depuis un moment, sans que personne n'en sorte. Moteur éteint, vitre teintée. Adrien la remarqua. Lia aussi. Dit la fillette. Lia tourna la tête vers lui avec cette expression particulière. Pas de gratitude, pas de soulagement, juste une vérification. Dit-elle. Adrien ne répondit pas. Continua Lia. Sa voix restait égale, mais quelque chose de plus lourd s'y glissa. Elle m'a dit que si un jour je me retrouvais avec vous, ça voulait dire qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Adrien regarda la voiture noire dans le parking. Combien de temps ? Elle n'a pas dit un nombre, dit Lia. Elle a dit 1 nuit, peut-être moins. Lia était exactement où il l'avait laissée. Main sur les genoux, dos droit. Ce calme particulier qui n'appartenait pas à son âge et qui commençait à peser sur Adrien d'une façon qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Il s'assit en face d'elle, à sa hauteur.
La fillette le regarda. Dit-elle. Elle ne répondit pas directement, mais quelque chose dans ses yeux confirma. La fillette le regarda droit dans les yeux. Dit-elle. Le silence dura 3 secondes. Dit Lia. Adrien ne bougea pas. Dehors, dans le couloir, une infirmière passa avec un chariot. Une porte claqua au fond. L'hôpital continuait de tourner comme si rien ne s'était passé, comme si le monde n'avait pas légèrement changé de forme dans cette petite salle blanche. « Tu connais ma mère » demanda Lia. Sa voix était parfaitement neutre. Pas d'accusation, pas d'espoir excessif. Juste une question posée par quelqu'un qui a appris très tôt que les questions directes valent mieux que les questions polies. Adrien chercha dans sa mémoire. Des dizaines de patients, des centaines de visages, des prénoms, des noms, des histoires. Côte 10, côte 11, dit Lia. Côte 12. Quelque chose se déplaça dans la poitrine d'Adrien. Pas un souvenir immédiat, quelque chose de plus ancien, de plus enfoui. Quelque chose qu'il avait rangé dans un endroit où on range les choses qu'on ne veut pas examiner trop souvent. Camille Aubert. Il avait connu cette femme. Il y a 8 ans, avant qu'elle disparaisse de sa vie du jour au lendemain, sans explication, sans lettre, sans rien. « Quel âge tu as, Lia ?»« 7 ans. »« Tu es né en quelle année ?» La fillette lui dit une date. Adrien ferma les yeux une seconde. Un seul. Puis les rouvrit et regarda la fillette. Ses yeux, la forme de son visage, quelque chose dans la façon dont elle tenait la tête. « Maman m'a dit autre chose, » dit Lia. « Quoi ?» Elle m'a dit que mon vrai père ne savait pas que j'existais. Elle m'a dit que c'était sa faute à elle, pas la sienne. Elle m'a dit ça plusieurs fois, pour que je ne lui en veuille pas si un jour je le rencontrais. Il se leva. Il avait besoin d'appeler la police lui-même, pas l'infirmière de stage, lui, et d'expliquer ce qu'il savait à quelqu'un capable d'agir dans l'heure. Mais ce qu'il savait tenait en 3 phrases maigres. Une fillette qui nie son accompagnateur. Une femme disparue depuis 3 jours. Une adresse apprise par cœur. Contre ça, le professeur Henri Vasseur. 20 ans de carrière, des plaques dorées, des journalistes qu'il appelait le gardien des enfants. Il avait besoin de quelque chose de concret. Il avait besoin de l'adresse. « Lia, l'adresse que ta maman t'a donnée, tu penses qu'elle y est en ce moment ?»« Je pense que les preuves y sont, » dit Lia. « Quelles preuves ?» La fillette le regarda longuement avant de répondre. « Maman travaillait sur quelque chose depuis 2 ans, dit-elle. Elle m'a dit que c'était dangereux. Elle m'a dit que si elle disparaissait un jour, ça voudrait dire que quelqu'un avait eu peur de ce qu'elle avait trouvé. » Qu'est-ce qu'elle avait trouvé ? Lia hésita. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, quelque chose dans son expression changea. Pas la peur exactement, quelque chose de plus complexe qui ressemblait à du chagrin mêlé de colère. « Côte 6, » dit-elle doucement. « Côte 7. » Le silence dans la cage d'escalier dura plusieurs secondes. En bas, dans le couloir des urgences, le professeur Vasseur attendait toujours. Patient, certain. L'air de quelqu'un qui a fait ça avant et qui sait comment ça se termine. Dans le parking, la voiture noire n'avait toujours pas bougé. Il restait peut-être 40 minutes avant que la situation bascule dans un sens ou dans l'autre. « Donne-moi l'adresse, » dit Adrien. Lia la lui donna sans hésiter, comme si elle attendait cette question depuis le début de la nuit. Adrien prit une décision en 3 secondes. Rester dans l'hôpital, c'était jouer sur le terrain de Vasseur. Il connaissait chaque couloir, chaque sortie, chaque visage du personnel. 20 ans dans ces murs. Il savait exactement quel levier actionner pour faire disparaître un dossier, retarder un appel, convaincre un directeur de fermer les yeux sur quelque chose d'embarrassant. Partir, c'était l'adresse, les preuves. Camille. « Quote 0, demanda-t-il à Lia. « Quote 1, dit-elle. « Quote 2. » Lia hocha la tête. « Quote 3, dit-elle simplement. L'entrée de service donnait sur une ruelle perpendiculaire au parking principal. À cette heure, elle était déserte. 2 poubelles industrielles, une camionnette de livraison garée depuis la veille, une ampoule sur 2 qui fonctionnait. La voiture noire était de l'autre côté du bâtiment. Il ne pouvait pas les voir d'ici. Pas encore. Adrien poussa la porte et s'arrêta 2 secondes pour écouter. Rien. Il prit la main de Lia et ils marchèrent vite sans courir. Courir attire l'attention. Marcher vite passe inaperçu. C'est une règle que les gens qui ont vraiment besoin de disparaître connaissent tous.
Lia suivait exactement son rythme, exactement sa direction, sans poser de questions, sans regarder en arrière. Une enfant qu'on a préparée à fuir. L'idée lui serra la gorge d'une façon qu'il n'avait pas le temps d'examiner maintenant. Ils tournèrent à gauche au bout de la ruelle, puis encore à gauche vers la rue principale. Les lampadaires, les trottoirs, l'air de la nuit. Un taxi 3 rues plus loin. Adrien donna l'adresse notée sur sa main. Le chauffeur ne dit rien. La radio jouait quelque chose de bas et de lointain. Lia s'assit contre la portière et regarda défiler les rues. Pas comme une enfant qui regarde par la fenêtre, mais comme quelqu'un qui mémorise un trajet, qui compte les intersections, qui note les repères. « Tu as déjà fait ça avant ?» demanda Adrien à voix basse. « Partir comme ça, la nuit, vite ?»« 2 fois, dit Lia. Avec maman. Elle appelait ça les répétitions. Elle disait qu'il valait mieux pratiquer quand ce n'était pas nécessaire pour que ça devienne naturel quand ça le serait. Elle savait depuis longtemps que ce moment arriverait. Depuis avant ma naissance, je crois. Lia regardait toujours par la fenêtre. Elle avait peur, mais elle n'arrêtait pas. Elle disait que si elle arrêtait, les enfants qu'elle avait trouvés n'existeraient plus pour personne. Que quelqu'un devait aller jusqu'au bout pour eux. Adrien regarda la ville défiler dans le noir. Les rues se succédaient, les façades, les feux de circulation au rouge et au vert. Une ville ordinaire qui ne savait pas ce qui se passait en son sein. Ces enfants dans les dossiers, dit-il. Tu sais combien ils étaient ? Lia réfléchit un moment. Elle avait un cahier, dit-elle. Un vieux cahier à spirale avec une couverture verte. Elle y écrivait des noms, des dates, des numéros de dossiers. Elle le cachait derrière les livres dans sa bibliothèque. Elle marqua une pause. Il y avait beaucoup de pages remplies. Elle n'en parlait jamais directement, mais parfois la nuit, je l'entendais pleurer dans sa chambre, et le lendemain matin, elle avait les yeux rouges, et elle faisait semblant que tout allait bien. Adrien ouvrit le premier dossier. Ce qu'il vit le fit reculer d'un pas. Des noms, des dates, des numéros de dossiers hospitaliers. Et à côté de chaque nom, répété en rouge comme une condamnation, la même mention. Dossier fermé par H. Vasseur. Classé sans suite, H. Vasseur. Transfert annulé, H. Vasseur. Il ouvrit le deuxième dossier. Même chose. Le troisième. Même chose. 12 noms en tout. 12 enfants. Sur une période de 7 ans. Des enfants qui avaient été signalés, examinés, dont les dossiers avaient été ouverts avec soin et attention, et puis fermés avant que quiconque n'aille plus loin. Fermés par le même homme. Toujours le même. L'homme que tout le monde appelait quand un enfant ne pouvait plus parler. Le téléphone d'Adrien sonna. Numéro inconnu. Il décrocha. Silence pendant 2 secondes. Puis une voix de femme, basse, rapide, tendue comme un fil qu'on a trop tiré. « Adrien ?» Il ferma les yeux une seconde. 8 ans. Il reconnaissait cette voix après 8 ans comme si c'était hier, comme si le temps entre les deux n'avait pas existé. « Camille, tu as Lia ? Elle est avec moi, elle va bien. » Un souffle à l'autre bout, long. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement, mais qui n'en avait pas encore tout à fait la texture, comme quelqu'un qui s'autorise enfin à respirer, mais qui ne peut pas encore relâcher vraiment, parce que ce n'est pas encore fini. « Quad 4, dit Camille. « Quad 5. Quad 6. » Pause. Trop longue. « Quad 8. » La ligne coupa. Adrien trouva l'enveloppe dans le dossier du bas. Elle était épaisse et lourde, le genre de lourdeur qui vient de 2 ans de travail compressé dans du papier. Il se retourna vers Lia. La fillette tenait toujours la photographie. Elle regardait le visage de sa mère dessus avec une expression qu'Adrien ne saurait pas décrire. Quelque chose entre la tendresse et la détermination, entre l'enfance et autre chose. « Elle va bien ?» demanda Lia. « Oui, dit Adrien. » C'était peut-être un mensonge. Il ne savait pas encore. « Quat 12, dit-il. » Il prit l'enveloppe, les dossiers, l'ordinateur. Ils sortirent dans l'escalier. Au moment où ils atteignaient le 2e étage, la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit en bas. Des pas dans le hall. Plusieurs personnes, qui ne cherchaient pas leur chemin. Adrien posa un doigt sur ses lèvres. Lia n'avait pas besoin qu'on lui explique. Elle était déjà immobile, dos au mur, l'ordinateur serré contre elle comme si elle avait compris instinctivement qu'il fallait protéger ce qu'il portait. Les pas montaient. Adrien les compta. 3 paires au moins, peut-être 4. Pas le pas de gens qui cherchent leur appartement à minuit. Des pas décidés, qui savent où ils vont,
qui ne s'arrête pas pour regarder les numéros sur les portes. Une voix basse au premier étage. 2 mots qui remontèrent dans la cage d'escalier comme une sentence. 4e étage. Adrien évalua la situation en 2 secondes. Redescendre, impossible, ils arrivaient d'en bas. La porte de service au-dessus, il l'avait remarquée en montant, fermée à clé, inutile. Se cacher dans l'escalier, il passerait à côté d'eux. Il restait une option. Il regarda la porte du 2e étage, puis il regarda Lia. Elle avait déjà les yeux sur cette porte. Elle avait déjà compris. Il appuya sur la sonnette de l'appartement 2A. La femme qui ouvrit avait 70 ans, un chat roux dans les bras et l'expression de quelqu'un qu'on sort du lit à une heure indécente. Elle les regarda tous les deux, l'homme en blouse blanche, la fillette avec un ordinateur serré contre la poitrine, avec une méfiance raisonnable et silencieuse. « Madame, dit Adrien à voix très basse, je suis médecin au CHU Saint-Luc. Cet enfant est en danger. Des hommes nous suivent dans cet immeuble en ce moment. J'ai besoin que vous nous laissiez entrer 2 minutes et que vous appeliez le 17. » La femme le regarda longuement, regarda Lia, regarda l'enveloppe Kraft sous le bras d'Adrien. Le chat dans ses bras remua la queue avec indifférence. « Vous avez une carte ?» dit-elle. Il lui montra son badge hospitalier. Elle s'écarta sans un mot de plus et les laissa entrer. Ils entendirent tout depuis le salon de Madame Roux. C'était son nom. Elle le leur avait dit en leur servant un verre d'eau sans qu'ils en demandent, avec cette efficacité tranquille des gens qui gèrent les situations sans en faire un événement. 3 paires de pas qui montaient au-delà du 2e, qui s'arrêtaient au 4e étage, puis des bruits sourds, une porte forcée sans ménagement. Des voix qui se répondaient d'une caisse à l'autre, le bruit de quelqu'un qui cherche vite et méthodiquement. Puis le silence. Puis ils redescendirent, plus vite cette fois. Quelque chose dans leur rythme avait changé. Pas la même assurance, plutôt l'urgence de gens qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient et qui doivent l'annoncer. La porte de l'immeuble claqua en bas. Madame Roux raccrocha son téléphone. « 3, dit-elle. 4. Lia regarda la vieille femme avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration prudente. « Non merci, dit-elle. Mais merci pour le chat. » Le chat était effectivement venu s'installer sur ses genoux sans demander la permission, comme si c'était une évidence. La police arriva en 8 minutes. Le lieutenant s'appelait Nadia Ferrand. La quarantaine, les cheveux courts, des yeux qui allaient à l'essentiel sans perdre de temps sur le superflu. Elle entra dans le salon de Madame Roux, regarda Adrien, regarda Lia, regarda l'enveloppe Kraft sur la table et s'assit sans qu'on lui propose. Adrien lui expliqua tout en 7 minutes. L'hôpital, Vasseur, Lia, l'appartement du 4e, les dossiers, l'appel de Camille, la voiture noire dans le parking, les hommes dans l'escalier. Il parla vite et dans l'ordre, sans chercher ses mots, parce qu'il avait l'habitude de résumer des situations complexes à des gens qui n'ont pas le temps d'attendre. Ferrand écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand il eut fini, elle tendit la main vers l'enveloppe. « Je peux ?» Il la lui donna. Elle l'ouvrit. Regarda la première page. 10 secondes de silence pendant lesquelles son expression ne changea pas, mais quelque chose dans sa façon de tenir le papier changea légèrement. « Côte 1, dit-elle. « Côte 2, dit Adrien. « Côte 3, côte 4. » Elle lui montra la page qu'elle tenait. « Ça, c'est une liste de noms avec des numéros de compte bancaire, des versements réguliers, mensuels, sur 7 ans. » Elle posa le document sur la table. Il n'agissait pas seul. Le sol se déroba légèrement sous Adrien. Combien de personnes ? Au moins 6 noms sur cette page, dont 2 que je reconnais. Elle referma l'enveloppe soigneusement. Côte 9, côte 10. Ferrand réfléchit. Côte 11. Adrien chercha dans sa mémoire, la voix de Camille, les mots exacts. Pas par téléphone. Pourquoi cette précision ? Pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à Adrien, parce qu'elle ne faisait pas confiance à la ligne elle-même. Quelqu'un pouvait écouter. Quelqu'un avec les moyens techniques de le faire en temps réel. Il se tourna vers Ferrand. Ferrand le regarda une seconde. Dit-elle. Lia posa le chat délicatement par terre et se leva du canapé. Dit-elle. Tout le monde se tut et la regarda. Elle glissa la main dans la poche de son sweatshirt et en sortit un téléphone. Petit, vieux, le genre de modèle qu'on ne fabriquait plus depuis 5 ans. Écran fissuré dans un coin,
Batterie presque à plat. « Maman me l'a donné ce matin, avant de disparaître, dit-elle. Elle a mis ses 2 mains sur mes épaules et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Garde ce téléphone, ne l'allume pas avant d'être avec le docteur Morel et seulement avec lui. » Sa voix n'avait pas tremblé en disant ça, mais quelque chose dans ses yeux indiquait que ce moment, les mains de sa mère sur ses épaules, ce regard, elle le portait depuis ce matin comme on porte quelque chose de lourd et de précieux en même temps. « Quat 19, dit Adrien. Quat 20. Elle le lui tendit. Il l'alluma. L'écran mit quelques secondes à répondre. Batterie à 10%. Un seul message. Envoyé ce matin à 6h43, 2 heures avant que Vasseur vienne chercher Lia. Une adresse, un arrondissement, un nom de rue, un numéro. Et en dessous, 3 mots. Elle m'attend là. Ferran regarda l'adresse, fronça les sourcils. Zone industrielle du port. Entrepôt désaffecté, isolé, peu de passage la nuit. Ou pour tendre un piège, dit un agent. Les deux ne sont pas exclusifs. Elle appela des renforts, puis se tourna vers Lia. Tu restes ici. Ma mère est là-bas. C'est exactement pour ça. Lia regarda Adrien. Maman m'a dit de rester avec vous, pas avec quelqu'un d'autre, avec vous. Ferran réfléchit une seconde. Elle reste dans le véhicule, porte verrouillée. Elle ne sort sous aucun prétexte. Lia hocha la tête immédiatement. Première fois de la nuit qu'elle acceptait une condition sans la peser. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait vraiment, être là, être proche. Le reste était négociable. Madame Roux les regarda partir depuis sa porte. « Bonne chance », dit-elle simplement. L'entrepôt était exactement ce que la carte avait montré. Béton gris, fenêtres condamnées, portail rouillé entr'ouvert, lumière orange du port sur le quai vide. L'eau claquait dans le noir contre les piliers. Ferran gara le véhicule à 200 mètres. « Vous restez ici, dit-elle à Adrien. « Non, si elle est blessée, vous avez besoin de moi à l'intérieur, chaque minute compte. » Ferran ne répondit pas, ce qui était sa façon d'être d'accord. Ils entrèrent par une porte latérale. L'intérieur sentait le métal rouillé et l'eau de mer. Puis de la lumière, une lampe de chantier posée par terre au fond qui éclairait un cercle jaune sur le béton. Et dans ce cercle, une chaise. Une femme. Mains liées. Tête baissée. Cheveux cachant le visage. « Dégagez, dit un agent. « Dégagez, dit l'autre. » Adrien s'avança, s'agenouilla, écarta les cheveux doucement. Camille Aubert ouvrit les yeux. 8 ans. Les mêmes yeux. Ce regard direct qui allait à l'essentiel sans perdre de temps. Coupure aux sourcils, lèvres fendues. Respirait avec précaution, côte peut-être, mais consciente, présente, là. « Lia, dit-elle. Elle va bien, elle est dans la voiture. » Camille ferma les yeux une seconde. Quelqu'un qui pose un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps, juste une seconde, avant de le reprendre. « Vasseur ? Pas encore arrêté. Alors ce n'est pas fini. » Ferran coupa les liens. Camille bougea ses poignets, grimaça. « Vous avez vu les noms dans l'enveloppe » dit-elle à Ferran. « Oui. » « Alors vous savez qu'il n'agit pas seul. Sa stratégie n'est pas la violence, c'est la certitude. La certitude que le système le protégera parce qu'il lui doit trop. » « Le système a des limites, dit Ferran. »« J'espère que vous avez raison, dit Camille, parce que j'ai passé 2 ans à construire ce dossier. » Ils sortirent. La portière du véhicule s'ouvrit avant même qu'ils arrivent. Lia sortit. Elle ne courait pas, elle marchait, chaque pas mesuré, comme toujours quand quelque chose comptait vraiment. Camille s'arrêta. Lia s'arrêta devant elle, leva la tête, examina le visage de sa mère avec sérieux. « Tu as une coupure au sourcil. Ça va aller. Tu avais dit que tu reviendrais. » « Je suis revenu. » Lia hocha la tête, puis elle se glissa contre sa mère et ne dit plus rien. Camille referma les bras sur elle et ferma les yeux. Elle appela des renforts, puis se tourna vers Lia. « Tu restes ici. »« Ma mère est là-bas. » « C'est exactement pour ça. » Lia regarda Adrien. « Maman m'a dit de rester avec vous, pas avec quelqu'un d'autre. Avec vous. » Ferran réfléchit une seconde. Elle reste dans le véhicule, porte verrouillée. Elle ne sort sous aucun prétexte. Lia hocha la tête immédiatement. «
Première fois de la nuit qu'elle acceptait une condition sans la peser. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait vraiment. Être là, être proche. Le reste était négociable. Madame Roux les regarda partir depuis sa porte. « Bonne chance », dit-elle simplement. L'entrepôt était exactement ce que la carte avait montré. Béton gris, fenêtres condamnées, portail rouillé entrouvert, lumière orange du port sur le quai vide. L'eau claquait dans le noir contre les piliers. Ferrand gara le véhicule à 200 mètres. « Vous restez ici », dit-elle à Adrien. « Non, si elle est blessée, vous avez besoin de moi à l'intérieur. Chaque minute compte. » Ferrand ne répondit pas, ce qui était sa façon d'être d'accord. Ils entrèrent par une porte latérale. L'intérieur sentait le métal rouillé et l'eau de mer. Puis de la lumière, une lampe de chantier posée par terre au fond, qui éclairait un cercle jaune sur le béton. Et dans ce cercle, une chaise. Une femme. Mains liées, tête baissée, cheveux cachant le visage. « Dégagez !» dit un agent. « Dégagez !» dit l'autre. Adrien s'avança, s'agenouilla, écarta les cheveux doucement. Camille Aubert ouvrit les yeux. 8 ans. Les mêmes yeux. Ce regard direct qui allait à l'essentiel sans perdre de temps. Coupure aux sourcils. Lèvres fendues. Respirer avec précaution, côte peut-être, mais consciente, présente, là. « Lia, dit-elle. Elle va bien, elle est dans la voiture. » Camille ferma les yeux une seconde. Quelqu'un qui pose un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps, juste une seconde, avant de le reprendre. « Vasseur ?» Pas encore arrêté. Alors ce n'est pas fini. Ferrand coupa les liens. Camille bougea ses poignets, grimaça. « Vous avez vu les noms dans l'enveloppe » dit-elle à Ferrand. « Oui. » Alors vous savez qu'il n'agit pas seul. Sa stratégie n'est pas la violence, c'est la certitude. La certitude que le système le protégera parce qu'il lui doit trop. Le système a des limites, dit Ferrand. « J'espère que vous avez raison, dit Camille, parce que j'ai passé 2 ans à construire ce dossier. » Ils sortirent. La portière du véhicule s'ouvrit avant même qu'ils arrivent. Lia sortit. Elle ne courait pas, elle marchait, chaque pas mesuré, comme toujours quand quelque chose comptait vraiment. Camille s'arrêta. Lia s'arrêta devant elle, leva la tête, examina le visage de sa mère avec sérieux. « Tu as une coupure au sourcil ? Ça va aller. Tu avais dit que tu reviendrais. Je suis revenu. » Lia hocha la tête, puis elle se glissa contre sa mère et ne dit plus rien. Camille referma les bras sur elle et ferma les yeux. Le commissariat central à 2 heures du matin. Néon trop blanc, café trop vieux, chaise en plastique orange. L'endroit le plus ordinaire du monde pour une nuit qui ne l'était pas. Camille voulait donner sa déposition immédiatement. Ferrand voulait qu'un médecin l'examine d'abord. Adrien l'examina dans une petite salle de soins. Une table, une lampe, une trousse de premier secours. 2 côtes fissurées. Coupure superficielle au sourcil, lèvres fendues, rien de grave. Des hématomes sur les poignets là où les liens avaient tenu. Pendant qu'ils travaillaient, ils ne parlèrent pas de ce qui était entre eux. Pas de ses 8 ans, pas de Lia. Ce n'était pas le moment, et ils le savaient tous les deux sans avoir besoin de le dire. Mais à un moment, pendant qu'ils nettoyaient la coupure au sourcil, Camille dit sans le regarder, les yeux fixés sur le mur en face. Adrien ne répondit pas. Il continua ce qu'il faisait. « J'ai choisi de te protéger, » dit Camille. « Je sais que ce n'était pas à moi de faire ce choix pour toi, mais j'avais peur, et j'étais seul, et je pensais qu'une cible seule, c'était moins dangereux qu'une cible entourée de gens qu'elle aime. »« Tu avais tort, » dit Adrien. « Je sais. Une cible seule, c'est plus facile à isoler, plus facile à faire disparaître sans que personne ne cherche vraiment. »« Je sais. » Elle tourna la tête vers lui. « C'est pour ça que j'ai préparé Lia, pour qu'elle ne soit jamais vraiment seule si quelque chose m'arrivait, pour qu'elle sache quoi faire, vers qui aller. » Adrien posa la compresse, regarda Camille. « Elle a su exactement quoi faire, dit-il. Chaque décision de cette nuit était juste. »
Camille ne répondit pas, mais quelque chose dans ses épaules, cette tension qu'elle portait depuis trop longtemps, se relâcha légèrement. Ferrand entra. Vasseur a été localisé. Aéroport, Terminal 2, vol pour Genève dans 50 minutes. Il fuit, dit Camille. Il essaie. Ferrand marqua une pause. Mais il y a un problème. Le juge Barthélemy, son nom est dans l'enveloppe, vient de signer une ordonnance bloquant les enregistrements comme preuve. Il dit qu'ils ont été obtenus illégalement. Camille se redressa malgré ses côtes. Ces enregistrements ont été faits dans son bureau sans autorisation, dit-elle. C'est vrai, mais les transferts bancaires, les dossiers falsifiés, les signatures, tout ça vient des archives hospitalières officielles, traçables légalement. Vasseur ne contrôle pas le système informatique de l'hôpital. Il n'a jamais pensé que quelqu'un irait chercher là. Ferrand se tourna vers Adrien. « Qui peut accéder à ces archives maintenant, à cette heure ?»« Moi, » dit Adrien. « J'ai un accès médecin au système. » Il regarda sa montre. 50 minutes. Peut-être moins maintenant. Il s'installa devant un ordinateur du commissariat. Camille s'assit à côté de lui. Elle dicta les numéros de référence de mémoire. 2 ans à les mémoriser. Des dizaines de dossiers, des centaines de documents. Sans hésiter une seule fois, sans se tromper, comme quelqu'un qui a récité ces chiffres dans sa tête chaque nuit pendant 2 ans pour ne pas les perdre. Dossier par dossier, chaque signature, chaque date, chaque transfert. Adrien ouvrait, Camille guidait, Ferrand transmettait les fichiers au parquet au fur et à mesure. Le temps passait. À 2h44, le téléphone de Ferrand sonna. Elle décrocha, écouta 20 secondes exactement, raccrocha, se retourna vers eux. Le silence qui suivit dura longtemps. Pas un silence vide, un silence plein, dense, du genre qui arrive quand quelque chose qui durait depuis trop longtemps vient enfin de s'arrêter. Comme une note tenue trop longtemps qui se résout enfin. Camille posa les 2 mains à plat sur la table devant elle. Elle ne pleurait pas. Elle respirait, lentement, avec soin à cause de ses côtes, comme quelqu'un qui réapprend à faire quelque chose de simple. Adrien posa sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Dans la salle d'attente, Lia dormait sur 2 chaises poussées ensemble, la veste d'un agent sur ses épaules. Quelqu'un l'avait remontée sans la réveiller, sans faire de bruit. L'aube arrivait sur la ville comme elle arrivait toujours, sans demander la permission, par le bord des toits d'abord, puis dans les rues, puis partout. Adrien et Camille sortirent du commissariat à 5h47. Ils s'assirent sur les marches devant l'entrée. Le trottoir était humide. L'air sentait le béton froid et quelque chose de lointain qui ressemblait à de la mer. 2 minutes de silence. Pas un silence gêné, celui de 2 personnes qui ont beaucoup à dire et qui savent maintenant qu'elles ont enfin le temps de le dire. Ce fut Camille qui parla en premier. « Côte 1, dit-elle. Côte 2. Côte 3. » Elle regardait la rue devant eux, les premiers camions de livraison, les premières lumières dans les appartements. Adrien ne répondit pas tout de suite. « Côte 5, dit-il finalement. Côte 6. Côte 7. Il marqua une pause. Côte 8. Côte 9, dit Camille. Côte 10. Côte 11. Camille regarda le trottoir mouillé devant elle. Quelque chose dans ses épaules, cette tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle faisait probablement partie d'elle maintenant, se relâcha encore un peu. « Elle a des questions sur toi, dit-elle. Elle m'en a posé depuis qu'elle est en âge d'en poser. Je lui ai dit la vérité, à sa mesure, avec les mots qui convenaient à chaque âge. Que tu ne savais pas qu'elle existait, que c'était ma faute à moi, pas la tienne. Je lui ai dit ça plusieurs fois pour qu'elle ne t'en veuille pas si elle te rencontrait un jour. » Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a réfléchi très sérieusement, comme elle fait tout, et elle a dit « Est-ce qu'il est bien ?» Adrien sourit malgré lui. « Et tu lui as répondu quoi ?» J'ai dit que je croyais que oui, que je n'en étais plus certaine après 8 ans, mais que j'avais de bonnes raisons de le croire, que c'était à elle de juger par elle-même. Et cette nuit, son verdict ? 4 minutes pour la retrouver dans l'escalier, dit Camille. Elle m'a dit que c'était bien. La porte du commissariat s'ouvrit derrière eux. Lia apparut sur le seuil, la veste de l'agent toujours sur les épaules, les yeux encore mi-fermés de sommeil. Elle les vit tous les deux assis côte à côte sur les marches et s'arrêta une seconde, cette façon qu'elle avait d'évaluer avant d'entrer dans une situation.
Puis elle descendit et s'assit entre eux sans demander la permission, sans hésiter, comme si c'était la place la plus naturelle du monde et qu'elle l'avait toujours été. Pendant un long moment, les trois restèrent silencieux devant la rue qui s'éveillait. Première voiture, première lumière aux fenêtres. Quelqu'un qui ouvrait une boulangerie 2 rues plus loin. L'odeur du pain chaud qui arrivait par vagues légères. « Quote 0, dit Lia. « Quote 1, dit Adrien. « Quote 2, quote 3, quote 4, quote 5. » Camille répondit à sa place, doucement. « Quote 6. » Lia hocha la tête lentement. « Quote 7, dit-elle. « Quote 8. »« Quote 9, dit Camille. « Quote 10. » Ferrand sortit à son tour et s'assit sur la dernière marche. Barthélemy a été convoqué ce matin pour s'expliquer sur son ordonnance, et les archives hospitalières ont été saisies officiellement. Elle regarda Camille. « Ça va tenir. »« Je sais, dit Camille. 2 ans seul, c'est remarquable. »« Pas seul. » Camille posa la main sur l'épaule de Lia. Le soleil touchait maintenant les toits. Lia regarda Adrien avec cette expression qu'il commençait à connaître, l'évaluation tranquille, la question directe qui allait venir. « Quote 17, dit-elle. « Quote 18. Quote 19. Quote 20. » Elle réfléchit. « Quote 21. » Adrien la regarda. « Quote 22, dit Lia. « Quote 23, dit Camille. « Quote 24. Quote 25, dit Adrien. « Quote 26. Quote 27, dit Lia. » 3 semaines après cette nuit, le nom du professeur Henri Vasseur apparut pour la première fois en première page des journaux. Pas comme expert, pas comme spécialiste invité, comme mise en examen. Les articles étaient longs, détaillés, sourcés. 12 enfants, 7 ans, un réseau de complicité. Des noms que personne n'aurait imaginé lire dans ce contexte. La journaliste qui avait signé l'enquête principale avait travaillé avec les documents de Camille. Ferrand avait fait le lien, prudemment, avec l'accord de Camille. Adrien lut les articles dans la salle de garde entre 2 patients. Il pensa à cette nuit. À la façon dont tout avait tenu à peu de choses. Une petite fille qui attendait le bon médecin. Une vieille femme avec un chat qui avait ouvert sa porte sans poser trop de questions. Une batterie de téléphone à 10% qui avait tenu juste assez longtemps. Il pensa à Lia qui avait dit 4 minutes, avec ce sérieux particulier. Il sourit tout seul dans la salle de garde vide. Il voyait Lia le mercredi après-midi et le dimanche matin. C'était leur arrangement. Pas officiel, pas encore, les choses prenaient le temps qu'elles prenaient, mais régulier, fiable. Le genre de régularité qui finit par ressembler à quelque chose. Le mercredi, il marchait. Pas de destination précise, juste la ville, les vitrines, les jardins publics. Lia posait des questions, sur la médecine, sur les gens, sur comment les choses fonctionnaient. Des questions précises, bien formulées, qui attendaient des réponses précises et bien formulées. Adrien avait appris à ne pas simplifier. Elle détectait immédiatement quand on simplifiait. Le dimanche, il faisait des crêpes. La première fois, Lia avait supervisé l'opération entière depuis un tabouret, les bras croisés, avec l'expression d'un chef cuisinier qui évalue un nouveau commis. « Quote 0, avait-elle dit pour la première. « Quote 1, pour la deuxième. « Quote 2, pour la troisième. » Camille buvait son café dans un coin de la cuisine et ne disait rien, mais elle souriait. Ce sourire discret qu'elle avait quand quelque chose lui faisait plaisir et qu'elle ne voulait pas trop le montrer. Un soir, 6 semaines après cette nuit, Adrien et Camille étaient assis dans la cuisine après que Lia se fût endormie. Tisane, silence confortable, la ville dehors. « Quote 3, dit Camille. « Quote 4, quote 5, quote 6, quote 7, quote 8. » Il prit son téléphone et le tendit à Camille. Le message disait « Adrien, c'est bien, je crois. On verra. » Camille lut le message 2 fois, rendit le téléphone. « On verra, répéta-t-elle. C'est son verdict provisoire surtout, dit Adrien. J'ai compris que c'était une bonne chose. Avec elle, oui. Provisoire veut dire qu'elle laisse la porte ouverte. Ils restèrent silencieux un moment. Je suis désolé, dit Camille, pour tout ce que tu n'as pas eu, ces 7 ans. Arrête, dit Adrien. Non, laisse-moi finir. Je t'ai enlevé quelque chose que tu ne récupéreras jamais. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas.
Tu m'as aussi laissé en vie, dit Adrien. Et elle est en vie. Et on est là tous les trois. Il la regarda. Le reste, on peut le construire. Il y a assez de temps devant. Camille ne répondit pas tout de suite. Tu es sûr? Pas entièrement, dit Adrien. Mais elle m'a dit que c'était bien, provisoirement. Camille sourit. Vraiment cette fois. Pas le sourire discret du coin de la cuisine. Le vrai. 6 mois après cette nuit, le procès de Henri Vasseur commença un mardi ordinaire de novembre. Pas de foule devant le tribunal, pas de caméras en batterie sur les marches. Juste des gens qui attendaient sur des bancs en bois avec des dossiers sous le bras, et cette façon particulière qu'ont les gens qui ont attendu longtemps d'occuper une chaise. Pas nerveux, pas impatients, déterminés. Les familles des 12 enfants. Adrien arriva le premier et s'assit au 3e rang. Il regarda la salle se remplir lentement. Des visages qu'il ne connaissait pas, mais dont il reconnaissait quelque chose. Cette marque que laisse l'attente longue sur les gens. Cette façon d'être présent qui dit « Je suis là depuis des années et je ne partirai pas avant que ce soit fini ». Camille arriva 10 minutes après. Elle s'assit à côté de lui sans dire bonjour. Ils avaient dépassé ce stade depuis longtemps. Ces 6 mois avaient été faits de beaucoup de silence et beaucoup de paroles, souvent dans le désordre, rarement à la bonne heure, mais toujours honnête. « Code 0, dit-elle. « Code 1 ?» Camille tourna la tête. « Code 2 ?» « Code 3 ?» « Code 4 ?» Adrien prit son téléphone, lut le message à voix basse. « Aujourd'hui, c'est le procès. Dis-moi comment c'était ce soir. Je veux savoir pour les familles. » Camille lut par-dessus son épaule, ne dit rien, mais sa main trouva la sienne sur la coudoir et y resta. Vasseur entra dans la salle escorté de 2 agents. Il avait vieilli, pas physiquement, autrement. Cette certitude qu'il avait portée comme une armure pendant 20 ans, cette façon de remplir un espace simplement en y entrant, d'imposer sa présence sans effort, tout ça avait disparu. Il était devenu un homme ordinaire, un homme qui marche entre 2 agents et qui regarde droit devant lui parce qu'il ne veut pas croiser les regards. Il traversa la salle vers le box des accusés. Son regard croisa celui de Camille. 1 seconde, pas plus. Il détourna les yeux le premier. La présidente du tribunal prit la parole. Elle énuméra les charges. Sa voix était précise et neutre, la voix de quelqu'un qui a appris à ne pas laisser l'horreur de ce qu'elle lit apparaître sur son visage, parce que son visage appartient à la salle et que la salle a besoin de clarté, pas d'émotion. 12 enfants, sur 7 ans. Des signalements enterrés avant d'aller nulle part. Des familles renvoyées chez elles avec des explications insuffisantes. Des dossiers fermés par un homme que tout le monde consultait quand un enfant ne pouvait plus parler. Et derrière tout ça, de l'argent, des arrangements. Un réseau de gens qui savaient et qui avaient choisi, pour des raisons diverses et toutes insuffisantes, de ne pas savoir. Quand elle eut fini, la salle était silencieuse. Ce silence particulier qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de quelque chose de très lourd que tout le monde porte ensemble, au même moment, dans le même endroit. À la pause du matin, Ferrand trouva Adrien dans le couloir. Barthélemy appelait des coupables hier soir. Ils coopèrent, donnent tous les noms en échange d'une réduction. Combien d'autres noms? 11, dont 4 qu'on n'avait pas. Elle marqua une pause. Ça va être long, des mois, peut-être plus d'1 an avant que tout soit instruit. Mais ça avance. Les familles le savent? Elles seront informées cette semaine. Ferrand le regarda. Votre Camille a fait un travail extraordinaire. 2 ans seule avec un enfant à protéger en même temps. Elle n'était pas seule, dit Adrien. Elle avait Lia. Ferrand sourit, le premier vrai sourire qu'il lui avait vu depuis cette nuit. Ouais, dit-elle, cette gamine est quelque chose. Camille l'attendait dehors sur le parvis. Visage tourné vers le soleil de novembre, pâle, presque blanc. Mais là, les yeux fermés. Quelqu'un qui profite d'une chose simple après avoir été privé de choses simples trop longtemps. Adrien s'arrêta à côté d'elle. « Silence ?» demanda-t-il. Camille réfléchit. Vraiment réfléchit. Pas la réponse automatique qu'on donne quand on ne veut pas s'arrêter sur la question. Dit-elle. Elle ouvrit les yeux, le soleil pâle sur les façades du tribunal. Adrien rit,
Vraiment, complètement, le genre de rire qui arrive quand on ne s'y attendait pas. Elle a raison, dit-il. Elle a presque toujours raison, dit Camille. C'est épuisant et merveilleux. À 15h43, Lia sortit de l'école. Elle vit Adrien sur le trottoir, il avait quitté le tribunal à l'heure du déjeuner pour être là, et s'arrêta une seconde avec cette façon immuable d'évaluer les situations avant d'y entrer. Puis elle marcha vers lui, pas en courant, en marchant. Mais quand elle arriva à sa hauteur, elle prit sa main sans rien dire, sans hésiter, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait depuis toujours et qu'elle ferait toujours. Comment c'était? L'école ou le procès? Le procès. L'école, c'était moyen. C'était difficile à regarder, dit Adrien honnêtement. Mais les familles étaient là. Elles ont tenu. Lia hocha la tête en marchant. C'est bien qu'elle soit là, dit-elle, pour que les enfants ne soient plus juste des noms dans des dossiers que personne ne lit. Pour qu'il y ait des gens dans une salle qui disent « Ces enfants ont existé, ils comptaient, et ce qui leur est arrivé compte aussi. » Adrien ne répondit pas. Il n'avait rien à ajouter à ça. Ils marchèrent un moment en silence dans les rues de novembre, la main d'une fillette de 7 ans dans la sienne, les feuilles mortes sur les trottoirs, la lumière courte et dorée de l'après-midi. « Côte 20, dit Lia. Côte 21. Ce n'était pas une question. « D'accord, dit Adrien. Ce soir-là, un appartement plus grand que l'ancien, plus lumineux, dans un quartier que personne ne connaissait encore, le genre d'endroit où on recommence. Une chambre pour Lia avec une étagère pour ses livres et un bureau pour ses questions. Une cuisine avec assez de place pour tenir à 3. Camille mettait la table. Adrien faisait des gaufres parce que le dimanche c'était les crêpes, mais le soir des grands jours c'était les gaufres. C'était devenu une règle sans qu'il l'ait décidé. Lia faisait ses devoirs sur le canapé avec cette concentration absolue qu'elle mettait à toute chose. Les devoirs, les crêpes, les gens, les situations. Dehors, le procès continuait. Les noms tomberaient un par un, comme Ferrand l'avait dit. Les familles recevraient leurs réponses. Les dossiers fermés s'ouvriraient enfin. Mais ici, cette lumière, cette odeur de pâte chaude, le bruit de la fourchette de Camille contre l'assiette, la voix de Lia qui demandait depuis le canapé comment on calcule la surface d'un triangle, ici quelque chose d'autre continuait aussi. Quelque chose de moins spectaculaire, beaucoup plus difficile à construire. Et peut-être pour ça, beaucoup plus précieux. Côte-bas 23-bas, dit Camille. Lia ferma son cahier avec le soin de quelqu'un qui marque sa page correctement. Adrien posa les gaufres sur la table. Ils s'assirent tous les trois.